Bonjour tout le monde, bienvenue sur le nouveau webinaire du groupe IGS Formation Continue, un webinaire aujourd'hui animé par la filière Management, spécialisé dans l'accompagnement, on le voit sur le slide de gauche, l'accompagnement des managers opérationnels, managers intermédiaires en entreprise. Alors, c'est une tradition maintenant depuis quasiment un an, Isabelle, tu nous accompagnes, oui. Une fois par trimestre sur une mise en avant d'une perspective managériale. Donc là, aujourd'hui, on a fait le choix de traiter l'intergénérationnel et du lien entre ces managers opérationnels et cet intergénérationnel. On verra que tu as des choses très intéressantes à nous dire qui sortent un petit peu des schémas classiques de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Bienvenue à toi, Isabelle. Merci. Et puis aujourd'hui, on a un grand témoin, Ludovic. Bonjour. Je te laisse te présenter. Enchanté, Ludovic March, DRH adjoint du groupe CRIT. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le groupe CRIT est une entreprise de travail temporaire de placement et de recrutement. Quatrième acteur français en la matière. Mes préoccupations principales dans le cadre de mes fonctions, c'est toutes les fonctions liées aux ressources humaines pour le personnel permanent de mes agences, c'est-à-dire constitué de consultants, de responsables d'agences et de commerciaux, ainsi que toutes les fonctions support et transverses. Bienvenue à toi, Ludovic. Et je sais que pour avoir préparé ensemble, tu as effectivement des choses aussi à nous dire de par ton vécu, donc qui viendra, on va dire, corroborer, partager, critiquer, éventuellement challenger l'approche qui est un petit peu plus académique de la part d'Isabelle au sens prise de recul. Donc ce qu'on vous propose, c'est de fonctionner en 3 temps. Un premier temps où Isabelle, comme d'habitude, vient nous aider à prendre de la hauteur. Donc, elle a une intervention de 20 à 25 minutes. Ensuite, Ludovic reprendra la main par rapport à son vécu et on reprendra les questions clés qu'on se pose donc lors de cette matinée, cette webinaire. Et puis ensuite, on échangera avec Isabelle et Ludovic. Vous avez la possibilité de poser des questions aussi via le webinaire. Donc, voilà, on est ensemble jusqu'à midi et demi. Vous êtes 29 participants. Il fait beau, il y a du soleil. J'espère qu'on va vous donner envie de rester avec nous et de ne pas aller faire un tour dehors pour prendre le soleil. Donc, encore une fois, bienvenue à tous. Isabelle, je te laisse démarrer les hostilités. D'accord. Aucune hostilité, au contraire que de la bienveillance. Je crois qu'on va faire comme ça. Donc, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être avec nous. Et en effet, vous êtes un peu des héros du quotidien, là, en venant vous mettre devant votre ordinateur, alors qu'il fait partout, je crois, en France, un temps magnifique. Alors, aujourd'hui, on va parler un petit peu de la question des générations. Et c'est vrai que je vais l'aborder peut-être sous un angle qui n'est pas tout à fait l'angle qu'on connaît d'habitude. Je verrai après avec Ludovic son point de vue de manager. Alors, on est dans un contexte, on le sait, un peu tendu. Là, je viens de faire plusieurs entretiens avec des cadres dirigeants d'entreprises de secteurs différents. Le secteur est tendu pour tout le monde, avec des problèmes d'approvisionnement, des problèmes de coûts, d'inflation des coûts. Mais on a aussi un vrai sujet de tension sur le marché du travail avec des métiers pénuriques. Et c'est vrai que la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut se priver de personnes alors qui ont plus de 50 ans parce que la discrimination, la première discrimination sur le marché du travail, on le sait, c'est la seniorité, c'est le couperet de l'âge et cet âge, c'est 50 ans. Et puis, est-ce qu'on peut se priver de gens très jeunes puisqu'on attend toujours cette première expérience qui fait qu'on va avoir des jeunes qui ne sont pas suffisamment expérimentés et tout se joue entre 30 et 50 ans. Alors, ces questions RH, malheureusement, souvent, moi, ce que j'entends tout le temps, beaucoup, et on va l'aborder ensemble, c'est que les plus anciens sont obsolètes et puis les plus jeunes ne veulent pas travailler. Donc, je vais aborder cette question des générations au travail qui, pour moi, est un cache-sexe, je le dis d'emblée, des défaillances de management et j'aimerais qu'on l'aborde de plein fouet. Donc, j'ai appelé ça Boomers, X, Y, Z, alpha, on va en parler.
Et par contre, je vais plaider pour une diversité générationnelle, donc le management intergénérationnel, la diversité générationnelle, en voyant ça comme un atout pour l'entreprise. Alors, quand on parle de génération au travail, j'ai regardé… Damien, tu me confirmes que mes slides circulent? Oui, tout à fait. D'accord. Je vais parler donc de ce qu'on voit. Vous allez dans une librairie, vous allez sur vos fameuses librairies en ligne favorites et vous tapez le mot génération au travail et qu'est-ce que vous trouvez? Des mots comme la guerre des générations aura-t-elle lieu? On ne se comprend plus, comment travailler avec les nouvelles générations. Voilà, c'est jamais extrêmement positif, le choc générationnel. Et on est d'ailleurs, je dirais plus globalement, dans un bain un petit peu étonnant de publicité. Donc, appelez cette publicité pour la banque qui continue à circuler depuis des années, où le père et le fils sont un peu en confrontation. On a bien sûr tout l'aspect animalier, où les plus jeunes doivent prendre la place des plus âgés. Des films comme Randonnée, là, avec Richard Berry, qui montre cette lutte des générations, qui a toujours existé. Et c'est vrai que c'est intéressant. Et même, je regardais de nouveau les dessins de Walt Disney, qui travaille cette question de la génération, pas toujours de façon très positive. Alors, qu'est-ce qui se passe au travail? Au travail, il y a deux chercheurs qui sont Strauss et Howard qui ont travaillé, qui ont commencé à travailler d'un point de vue historique, c'était plutôt des sociologues et des historiens, cette question des générations et puis qui a prospéré d'une façon incroyable dans les entreprises. Ce concept est repris et d'ailleurs est devenu un fonds de commerce de pas mal de consultants et on va voir que peut-être c'est pas forcément la meilleure idée. Alors ce transfert ne s'est pas fait de façon scientifique, il s'est fait de façon, une adoption qui a été faite parce que ça rencontre tellement de façons de notre regard sur le monde, mais c'est peut-être quelque chose à remettre en cause. Alors, quand je regarde ce concept de génération, il est basé en fait sur la date de naissance. Alors, vous avez, dans nos auditeurs, je ne sais pas combien on en a, vous avez les boomers qui sont nés donc entre 46 et 64. Alors, les dates, c'est toujours à 1 ou 2 années près. Vous avez donc entre 58 et 76 ans, donc vous êtes pour certains encore sur le marché du travail en fonction des âges de retraite, mais je ne vais pas rentrer là-dedans, 4, 5, 6 ans, 10 ans. Et alors, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a des marqueurs sociologiques qui sont les prénoms. Donc, vous pouvez vous appeler pour les filles Marie, Martine, Françoise, Catherine, et pour les garçons Jean, Michel, Alain, Philippe. Donc, les prénoms qui étaient le plus donnés à ce moment-là. Et alors, il faut savoir que, par exemple, les compagnies d'assurance, des entreprises de ce type, vont travailler sur les prénoms pour vous proposer, par exemple, des assurances seniors ou peut-être même des assurances obsèques, ce qui n'est pas très gai. Alors, les baby boomers, c'est ces gens qui sont vus comme des privilégiés parce qu'ils continuent à avoir un très bon train de vie. Malgré ce qu'on dit, les retraites en France sont quand même très privilégiées. Et comme ils ont la santé, ils continuent à être en santé, eh bien, vous le voyez sur ces photos, c'est des gens qui sont très, très, très recherchés par exemple les industries de loisirs, les marketing, le marketing en font des cibles spécifiques. Ils achètent des camping-cars, ils achètent des vacances, et puis ils travaillent pour rénover leur maison. Alors, c'est l'explosion démographique, qui sont 10 millions, ce qui est très important, ces boomers. Ils ont connu les 30 glorieuses, les 4 P. Alors, les 4 P qui sont progrès, prospérité, plein emploi et paix. Voilà, vous le savez, depuis, avant cette fameuse guerre en Ukraine, c'était une paix ininterrompue en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont connu aussi l'industrialisation, l'urbanisation massive. Ils ont su aussi remettre en cause l'autorité de la tradition avec mai 68. Voilà, ils ont fait connaître des décisions, des avancées décisives sur la condition féminine. Et puis, des accroissements, ils connaissent l'accroissement extraordinaire, spectaculaire en France, en tout cas de la longévité, puisqu'on est à près de 80 ans pour les hommes, 84 pour les femmes. Donc, les boomers, plutôt des privilégiés heureux. Après, vous avez les X. Alors, ils sont nés entre 65 et 79, donc entre 43 et 57 ans actuellement, et c'est les managers d'aujourd'hui. C'est même, je dirais, les cadres dirigeants, parce que c'est la moyenne d'âge
donc on monte dans la hiérarchie est plus importante. Alors vous vous appelez Nathalie, Isabelle, Valérie, Sandrine, Christophe, Stéphane, si vous faites partie de cette tranche d'âge. Alors, on considère qu'ils sont un petit peu moins privilégiés, puisqu'ils sont dans l'ombre des baby-boomers, qui sont donc ces personnes qui ont pris la parole et qui ont un peu géré toutes les clés. En plus, en nombre, ils sont moins nombreux que ces baby-boomers. Ils ont connu le chômage avec toute la période donc, de la grande crise pétrolière, l'arrivée du sida, et on les considère plutôt comme des combattants. Avec des gens qui sont déjà plus méfiants vis-à-vis de l'entreprise, moins fidèles. Ils ont été poussés à faire de longues études pour sécuriser l'emploi et ça n'a pas toujours été à la hauteur de leur investissement. Vous voyez, sur ce schéma, on appelle aussi la génération X comme la génération sandwich entre ce qu'on va voir les Y et puis des parents plus âgés. Donc voilà, donc je ne sais pas si vous vous reconnaissez dans ce portrait rapide. Des gens qui sont un petit peu plus sceptiques, nous dit-on, dans les grandes, quand on regarde ça. Alors après, vous avez les Y ou les millennials ou les digital natives. Donc là, c'est du 80-94, donc 28-42 ans. Donc c'est les cadres potentiels, Aurélie, Marie, Élodie, Émilie. On voit aussi des modes des prénoms qui sont assez drôles. Nicolas, Julien, Sébastien, Alexandre, Guillaume. Alors, ces Y, ils sont nés avec le digital, hein, on l'a vu, ils ont connu le Web 1, le Web 2, le Web 3. On les appelle aussi génération Y parce que c'est génération Y. Pourquoi? Voilà, et ils sont des gens encore plus sceptiques que les X. Ils sont marqués par le début du tout de suite, à cause du Web, et ils sont beaucoup en recherche, nous dit-on, de vie privée, vie professionnelle. Arrivent les Z, alors ça, c'est ceux qui vont arriver dans l'entreprise, puisqu'ils sont quand même encore assez jeunes, hein, les plus vieux ont 27 ans, certains sont encore adolescents, alors eux, c'est dans la marmite hein, de la digitalisation, Léa, Manon, Camille, Chloé, Lucas, Maxime, Théo. C'est ces jeunes qu'on nous dit connectés depuis la naissance, qui ont fait alors encore plus d'études, et en France, sans le bac plus 5, qu'est-ce qu'on peut faire? D'ailleurs, on est en train de le payer avec les métiers pénuriques. Beaucoup d'exigences, beaucoup d'assertivité, beaucoup de désir de liberté, beaucoup plus volatile aussi, et très assertif. Hein, le fameux « t'inquiète, je gère », même si on se rend compte que cette autonomie, elle est peut-être plus affirmée que réelle. Et puis vont arriver les alphas. Donc depuis 2010, ils sont encore les plus vieux ont 12 ans, c'est Emma, Jade, Louise, Chloé, Gabriel, Lucas. Et vous voyez, j'ai mis un peu cet objet qui est déjà iconique hein, du pot, l'apprentissage de la propreté que nous avait offert la fameuse marque Fisher-Price il y a déjà 3-4 ans avec la tablette incorporée. Et vous les voyez, tous ces petits alphas dans les restaurants, dans les TGV, dans les trains, qui sont déjà complètement connectés parce que c'est bien pratique aussi de les faire tenir tranquilles grâce au smartphone ou à l'écran. Donc, on les appelle aussi indoor children parce qu'ils ne sortent pas tellement justement à cause de cette connexion. Puis à cause aussi, je dirais, les parents ont peur pour leurs enfants avec l'insécurité ambiante. Peut-être aussi cette fameuse génération Covid qui va connaître la guerre et avec des parents hélicoptères, donc des parents qui les surprotègent. On leur offre un smartphone, c'est bien sûr pour leur faire plaisir, mais aussi c'est pour savoir tout le temps où ils sont. Donc, on va voir. On ne sait pas ce qu'ils donneront au travail, mais ça s'annonce de cette façon-là. Alors, je voulais quand même dire qu'il y a un terme qui est apparu aux USA en 2016 et qui est important, je pense, à retenir, c'est les perennials. Parce que c'est quelque chose qui prend de l'ampleur. C'est toutes ces personnes, on nous parle beaucoup de l'âge de la retraite, et puis on a l'impression que ça va être la période enchantée, donc tout le monde vit cette retraite avec la liberté alors tout le monde, je ne sais pas parmi vous, mais c'est quand même quelque chose qu'on nous dit fortement. Eh bien, il y a plein de gens maintenant, avec des dispositifs, par exemple, cumul emploi-retraite, qui, au-delà de 65 ans, continuent à travailler. Mais alors, les perennials, c'est même un état d'esprit encore important. C'est des personnes qui sont jeunes, vont faire des régimes, vont repartir faire le tour du monde.
C'est-à-dire, dans leur tête, ils assument complètement leur âge, mais dans leur tête, eh bien, ce sont des personnes qui veulent absolument continuer à être qui ils sont et qui ont de plus en plus, sont de plus en plus présents, vous le voyez dans les chiffres, sur le marché du travail. Et c'est un phénomène qu'on va voir de plus en plus avec l'allongement de la vie en pleine santé. Donc, perennial, ça vient en fait du mot anglais des plantes vivaces qui continuent à vivre malgré quelquefois par exemple la sécheresse ou des problèmes d'environnement. Alors des perennials, vous en avez de plus en plus parce que c'est un marché, comme je l'ai dit, très important dans les publicités. Des gens comme Jane Fonda, Gorbatchev, ces mannequins qui sont plus que seniors et qui apparaissent de plus en plus dans vos publicités. Comme on a eu longtemps, et ça continue, des publicités qui ciblent plus nos enfants. Donc le marketing est toujours très important à regarder quand on travaille sur les RH. Alors, qu'est-ce qu'une génération? Une fois qu'on a dit ça, eh bien, il y a deux dimensions de la génération. La première, c'est cette dimension historique, démographique. Donc, c'est un peu l'idée de ce que les sociologues appellent une cohorte, c'est-à-dire que vous auriez une homogénéité de destin en fonction de votre date de naissance. C'est un petit peu, voilà, c'est quand même ce qu'on a connu. Là, j'ai mis une photo de la classe 1913, qu'on connaît encore d'ailleurs, avec ce qu'on appelle les conscrits, hein, et qui continuent un peu à exister, même si ça a quand même pris, c'est un petit peu parti en termes de mode. Et puis, il y a une autre façon de considérer les générations qui est très intéressante et à mon sens beaucoup plus intéressante, c'est de les situer collectivement par rapport à un événement historique, donc leur donner une dimension historique. Et c'est vrai que quand on y réfléchit dans l'entreprise, est-ce que c'est vraiment l'âge qui va forger la génération d'entreprise ou est-ce que ça va être un événement historique? Et quand on regarde de plus près, qu'on fait des études, on se rend compte en profondeur dans les entreprises que quel que soit l'âge, il y a ceux qui étaient par exemple avant le déménagement, avant le nouveau CRM, qui étaient là au moment du changement de patron. Voilà. Et en fait, on se rend compte que cette dimension historique, quand on est en profondeur et qu'on ne se contente pas de la surface, est beaucoup plus importante, même pour le travail. Alors, ça nous plaît, ces catégories, on est un X, on est un Y, on est un Z, mais ce n'est pas validé scientifiquement, ça n'a aucune validité. C'est bien pratique, mais c'est frappé au coin du bon sens, mais ce n'a aucune validité scientifique et tout même réfute cette notion de catégorisation dont je parlais. Le problème, c'est que ça construit ça peut nous amener à de la discrimination. Donc, c'est un processus bien connu. Nous sommes des bébés, comme j'ai montré. Nous avons besoin, ce monde étant tellement complexe, nous avons besoin de catégoriser le monde. Donc, maman, papa, les filles, les garçons. Le problème, c'est que la catégorisation, petit à petit, peut amener à des stéréotypes, ce qui n'est pas trop grave, mais ensuite à des préjugés, à de la stigmatisation, à de la discrimination, à de l'exclusion. Et là, c'est beaucoup plus grave. Et si vous êtes quelqu'un qui, quand il entend senior, entend moins productif, des compétences obsolètes, plus chères, une moindre adaptabilité, posez-vous des questions, posez-vous des questions. Vous êtes dans le préjugé. Vous ne l'avez pas rencontré, senior. Il est peut-être, au contraire, hyper engagé, encore en formation. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à bousculer. De la même façon pour les plus jeunes, quand vous entendez « Ah, il est jeune », tout de suite à l'esprit, vous avez « Il n'est pas impliqué, il est hyper connecté, il se croit multitâche, il va de toute façon rejeter l'autorité ». Eh bien, vous êtes dans le préjugé et vous allez facilement glisser. Préjugé, c'est juger avant de connaître. Et vous pouvez glisser vers justement la stigmatisation, la discrimination. J'ai souvent fait un test, là, c'était sur une très grande entreprise de plus de 1000 personnes qui avaient répondu. Je dis, mais Camille est en baisse de performance dans l'entreprise. Alors là, la photo est mal faite. À qui pensez-vous? Et on propose une femme Camille enceinte, un Camille en fauteuil roulant, un homme âgé et un homme obèse. Alors, je ne sais pas si ça apparaît sur votre écran parce que moi, j'ai des coupures dans mes écrans, mais en réalité, c'est la personne âgée qui est systématiquement citée
comme la personne en baisse de performance. Et ça veut dire que c'est quelque chose qui est du préjugé et qui peut mettre en danger donc l'équilibre ensuite, la relation aux autres. Alors c'est un phénomène sain, les phénomènes des générations. Vous avez déjà Socrate en 470 avant Jésus-Christ, rendez-vous compte, depuis 2700 ans, qui disait « Nos gens mènent le luxe, ont de mauvaises manières, se moquent de l'autorité et ont aucun respect pour l'âge. » Et c'est vrai que Maxime Le Forestier l'a repris aussi dans une chanson, on a déjà, ce choc des générations existe depuis que l'homme est homme et que la femme est âme. Alors, il y a une acuité peut-être, la femme et femme, il y a peut-être une acuité supérieure, c'est que le marketing, comme je dis, avec la segmentation, a peut-être ajouté à ce phénomène de génération, qu'il y a beaucoup plus de paroles libérées et amplifiées sur les réseaux sociaux, qui donnent des effets tam-tam à des prises de parole, et en effet, les jeunes étant peut-être plus sur les réseaux sociaux, leur parole est plus reprise. Il y a eu la fracture numérique avec les 2000 et en effet qui continue peut-être à marquer les esprits plus que les pratiques, et puis ce sentiment d'urgence qu'on peut avoir chez les plus jeunes qui, on le voit avec Greta Thunberg, reprochent aux plus aînés d'avoir créé le réchauffement climatique, voilà, avec des sentiments d'iniquité qui peuvent apparaître entre les générations. Vous avez bien profité, vous, boomers, hein, de ce qui s'est passé. Enfin, vous avez tout consommé, vous vous êtes contenus comme des cow-boys sur la planète et vous nous laissez quelque chose de catastrophique. Donc, c'est peut-être ça qui peut expliquer que ça revient avec un peu plus d'acuité, sachant qu'en France, on a une culture du jeunisme qui est très marquée, beaucoup plus que dans les pays anglo-saxons, avec le passage aux 35 heures, les PSE, des dispositifs de retraite confortables que beaucoup de pays ne connaissent pas. Est-ce qu'il faut envier les États-Unis quand vous voyez une personne extrêmement âgée remplir des cartons à la caisse des supermarchés? Je ne pense pas, mais c'est vrai que du coup, ils sont beaucoup plus visibles, ils sont beaucoup plus dans l'emploi que ne le sont les Français. Il y a de l'agisme au sens de ne pas aimer les personnes âgées. C'est vrai qu'à part Michel Drucker, qui a plus de 75 ans à la télévision, ben pas beaucoup, même s'il y a des petits progrès de faire, alors que c'était le cas aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons, en Angleterre, depuis très longtemps. Donc il y a une particularité française. Alors, ce qui est important, c'est de ne pas confondre génération et parcours de vie. Et je crois que c'est là la clé. Évidemment que les jeunes peuvent avoir des comportements très différents des plus âgés. Je vais prendre un exemple. Avec la grande démission dont on a beaucoup parlé, on constate que les jeunes plaquent leur emploi. Ben oui, on peut plus facilement plaquer son emploi au bout de 3 mois parce que ça ne convient pas, quand on a 22, 23 ans, aucune charge de famille, que si on en a 40, un loyer à payer et des enfants à nourrir. Donc, on se retrouve avec, en fait, les mêmes attentes intergénérationnelles vis-à-vis du travail, dont j'ai souvent parlé dans ces webinaires, l'épanouissement, la conciliation vie privée, vie pro, la reconnaissance, l'autonomie, la confiance, le sens, les mêmes. Mais c'est vrai que si on ne les rencontre pas, bien c'est beaucoup plus simple quand on est jeune de partir, ce que montrent les chiffres avec les ruptures de CDI anticipées, les ruptures aussi de CDD, ou les mises à la retraite anticipées dont peuvent bénéficier les seniors, que si on est, je répète, charge de famille. Donc c'est plus le parcours de vie qui incite à des comportements que l'effet génération. Il y a une étude qui circule actuellement qui est très intéressante parce qu'elle a été faite auprès de plus de 40 000 personnes, qui montre par exemple l'impact du Covid, ce qui vous a fait changer. Alors c'est vrai qu'il y a des différences générationnelles qui peuvent être importantes. Ce qui est intéressant, et je retiendrai ça, c'est que ce sont les seniors qui ont le mieux résisté, et les entreprises le disent, à la crise du Covid. Les jeunes ont beaucoup morflé, ce qui peut aussi montrer cette remise en cause qu'ils peuvent avoir et qu'on peut entendre dans les médias. Par contre, quand on travaille sur les objectifs dans la vie, vous voyez que les profils hommes-femmes sont assez semblables et les profils générationnels sont les mêmes. On n'attend pas, ce n'est pas parce qu'on a 50 ans ou plus ou 60 ans ou plus qu'on va renoncer
à l'épanouissement, à l'ambiance, à la recherche de cadres de vie. Et vous voyez que ce profilage qui est très identique, intergénérationnel, est très intéressant. Les catégories intragénérationnelles restent les mêmes. Quel que l'âge, les études le montrent, que vous ayez, il y a ceux qui veulent la carrière, ceux qui recherchent l'équilibre vie professionnelle, ceux qui vont privilégier la sécurité et ceux qui vont privilégier l'ambiance. Il n'y a pas de tendance tellement plus lourde d'un côté ou de l'autre de l'âge. Alors, le pari que je propose, c'est l'inclusion. L'inclusion, ça introduit bien d'autres critères que l'âge, mais donc ce management générationnel qu'on va capitaliser dans des marques, quand je reviens en marketing, alors McDonald's, beaucoup travaillé là-dessus, ou Grand Optical, puisque vous savez que chez Grand Optical, pendant des années, vous pouviez avoir des réductions en fonction de votre âge, mais ça rencontrait aussi le fait de recruter des personnes plus âgés, des plus de 50 ans, dans les boutiques d'optique. Voilà. Donc, ça interpelle le management parce que cette demande de respect, d'écoute, de support, de sens, d'autonomie, c'est difficile à digérer pour les managers. Ça les interpelle, ça les remet en cause, on en a beaucoup parlé. Et c'est vrai que ce n'est pas à renvoyer aux plus jeunes, voilà, en disant je ne les comprends plus. Ben non, ils demandent de façon plus forte, plus accentuée, plus appuyée, ce que tous vos salariés demandent et attendent. Et ça, il faut l'entendre. Alors, les actions multigénérationnelles, c'est repenser le processus de recrutement, ne pas s'attacher uniquement à des plus jeunes pour des nouveaux jobs, mais aller chercher peut-être des femmes en retour à l'emploi ou des seniors qui en ont encore sous le coude et ne pas considérer qu'ils ne peuvent pas apprendre, donc les remettre par exemple en formation. Ça va être avoir une stratégie de formation tout au long de la vie, justement pour que ce sentiment d'obsolescence n'existe pas et que des gens tout au long de la vie aient les réflexes d'apprendre et encore apprendre. Ça renvoie à la formation continue. Promouvoir tout ce qui est constitution d'équipes hétérogènes, c'est-à-dire pas laisser des gens qui ont 30 ans ensemble et des gens qui ont 50 ans ensemble, mais les obliger à travailler en transgénérationnel. Mettre en place des mentorats, et aussi des reverse mentoring, du rétro-mentorat. Les jeunes peuvent apprendre aux plus âgés, les âgés aux plus jeunes, et c'est des réflexes qui se créent très fluides dans les entreprises. Accroître la flexibilité au travail, ça aidera des personnes middle age qui ont des parents très âgés ou des enfants, mais ça rencontrera aussi des attentes de personnes de tous âges. Et ça, cette flexibilité, on en a besoin énormément. Et réinventer les espaces de travail, ce qui ne veut pas dire que les plus de 60 ans ou 50 ans vont vouloir la petite cellule, les petits bureaux traditionnels et les jeunes en open space. Faire des propositions qui rencontreront des attentes intergénérationnelles. Et puis, savoir réorganiser aussi les environnements de travail. On sait que les adaptations qu'on fait pour des gens divers, elles rencontrent ensuite les attentes des gens qu'on va considérer comme plus classiques en termes de représentation. Donc, le marketing a compris ça, a compris que l'intergénérationnel est un plus, qu'il y a un vrai retour sur investissement, énormément de marques s'y sont mises. Il faut maintenant comprendre dans l'entreprise de plus en plus que l'intergénérationnel sera un atout. Et je vous laisserai avec cette phrase de Oscar Wilde que j'aime beaucoup et cette magnifique photo d'un arrière-arrière-grand-père de plus de 100 ans avec son tout petit arrière-arrière-petit-fils. Oscar Wilde disait « La nouvelle génération est épouvantable, mais qu'est-ce que j'aimerais en faire partie ?» Je crois qu'il y a peut-être aussi ça qui nous fait vibrer quand on regarde nos plus jeunes. Et j'espère vous avoir convaincu que nous ne sommes pas des yaourts, nous ne nous périmons pas avec l'âge et que nous avons besoin de tout le monde pour faire un collectif et pour créer une entreprise. Merci de votre attention. Alors Isabelle, tu as des pas des smileys, mais tu vois des pouces qui s'élèvent. J'ai convaincu. Donc voilà, je pense que tu as réussi à convaincre. Et j'ai regardé aussi les participants qui augmentaient tout au cours du webinaire. Donc voilà, on a un petit commentaire d'Anne-Sabine qui nous dit vraiment super, merci beaucoup. Alors tu vas devoir relever le challenge, Ludovic. Savoir est-ce que tu vas avoir droit toi aussi à tes pouces. Merci pour le coup de pression. Voilà, on a beaucoup entendu Isabelle parler de l'appropriation de la fonction marketing, de tous ces concepts, de toute cette approche intergénérationnelle, génération,
On a entendu, j'ai entendu Isabelle parler finalement d'attentes qui étaient relativement identiques entre les générations, et que finalement le rôle du manager n'était pas forcément de s'adapter aux générations, mais de répondre aux attentes dans une approche inclusive. Voilà, toi, dans ton quotidien de DRH, comment tu vis les choses, comment tu vois les choses? Est-ce que tu assistes à cette guerre de génération chez CRIT ou ailleurs? Comment tes managers opérationnels dépassent ces oppositions et font de la diversité intergénérationnelle un atout pour ton entreprise? Voilà, c'est à toi. Voilà. Comment le côté RH s'approprie ce sujet-là, en complément des marketeurs que vient présenter Isabelle? Mais alors, je ne vais pas faire de plagiat, mais je pense que je vais en faire quand même un peu, parce que je partage effectivement ce que dit Isabelle sur l'ensemble de la présentation. Pour revenir sur le mot de conflit, effectivement, on parle souvent de conflit de génération. Alors, un conflit, c'est la guerre. Je ne pense pas qu'une entreprise, ça soit une zone de guerre où on ne fait pas d'assaut. Il peut y avoir effectivement des situations de mésentente, mais effectivement, ce mot conflit, pour moi, est assez grave et en tout cas trop important par rapport à la question qui nous est posée face aux problématiques intergénérationnelles. Ensuite, moi, j'ai essayé de répondre à quelques questions à travers la thématique et la présentation. Déjà, on fait une division générationnelle, mais est-ce que c'est pertinent déjà? Alors, je ne reviendrai pas sur la définition de la génération qu'a donnée Isabelle, mais le concept, ça peut avoir une utilité si on observe des grandes tendances. Par exemple, il y a des enquêtes qui viennent nous dire qu'en grande masse, des millénials sont 20 fois plus susceptibles de vouloir rester en entreprise s'il fait bon travailler, 15 fois pour les membres de la génération X et 9 fois seulement pour les baby boomers. Alors, ces observations peuvent permettre parfois aux managers et aux organisations de mieux identifier les leviers pour activer ou améliorer les qualités de vie au travail et de la performance. Mais le prisme, pour moi, générationnel, trouve sa limite dans l'entreprise, car dans une entreprise, on peut trouver jusqu'à 4 générations qui peuvent aujourd'hui se côtoyer. Et il est important d'avoir une analyse fine, car si on fait uniquement une division générationnelle, on arrive rapidement dans le stéréotypage simpliste, d'opposition facile, en fait, qui ne résiste pas à la réalité de l'organisation, du management ou de la gestion des talents. Alors, est-ce qu'on peut malgré tout dire que les générations sont vraiment homogènes? Pour moi, je pense que c'est plutôt un mythe, même s'il est vrai que des générations peuvent présenter des attentes qui sont similaires. On ne peut pas considérer comme parfaitement homogène et en rupture systématique avec la précédente. Je pense que si on revient à nos parents, ils vont nous dire que nos grands-parents disaient que la génération qui vient n'est pas la bonne. Et puis, si on demande à nos grands-parents pour nos arrière-grands-parents, et ainsi de suite. Donc, je crois qu'on remontait à Socrate ou avant Jésus-Christ. Donc, imaginez bien que c'est effectivement des choses qui préexistent. Il y a des études qui montrent que l'âge est bien moins un déterminant dans ce rapport au travail, plus que, par exemple, la classe sociale, la formation ou encore le bon usage de la technologie, qui, pour moi, n'est pas déterminé par l'âge. On peut être d'une génération Y, familiarisé avec les outils numériques, et pour autant être inefficace dans l'usage de l'outil numérique en entreprise. Ni le numérique ni l'innovation sont l'apanage des millénials ou des jeunes. D'ailleurs, il y a un certain nombre de générations Z qui ont commencé leur entrée au travail directement avec l'informatique. Ce sont des vrais, ce qu'on appelle les digital natives, mais qui finalement ne sont pas épargnés par la fracture numérique. Et en fait, cette fracture numérique entraîne une fracture sociale ou culturelle et donc générationnelle. Privés de connexion, d'adresse email, de milieux défavorisés, en fait, se retrouvent, quand bien même étant dans cette génération Y, en contradiction avec ce qu'on pourrait y attendre de cette génération. Après, il y a certains nombres d'études aussi qui viennent dire, si on se concentre par exemple sur la génération Y, des chercheurs ont montré qu'il y avait des hétérogénéités dans les individus. Certains vont chercher plus la sécurité de l'emploi,
Certains vont chercher ou vont être plus motivés par la rémunération ou les perspectives de carrière. D'autres vont être plus intéressés par l'équilibre vie pro, vie perso. D'autres sont plus sensibles à une ambiance de travail ou un environnement de travail informel. Alors après, il y a des grands poncifs qui viennent nous dire les nouvelles générations auraient de nouvelles attentes, seraient plus enclines à instaurer un équilibre vie pro, vie perso. Pour moi, c'est des préoccupations qui concernent toutes les générations. Et comme le dit Isabelle, il ne faut pas confondre génération et parcours de vie. Parce qu'effectivement, être jeune, c'est parfois et souvent être idéaliste, avoir une recherche de sens, construire sa vie, donc prendre plus de risques, parce qu'on commence où on n'a pas forcément d'enfants, donc où on n'a pas encore construit notre cocon, donc on est moins à cette recherche-là. Donc, pour moi, c'est vraiment cette différence qui est importante, car si on regarde ces éléments, en fait, de tendance, ce sont plus des tendances sociétales de chaque période qui ont forgé le rapport entre l'entreprise et ses générations. Donc, ce n'est pas des valeurs qui sont propres à leur aspiration, mais c'est un contexte d'époque qui fait qu'on va les classer ou les classifier dans ces éléments de hiérarchisation. La technologie aussi a profondément transformé et bouleversé le monde du travail depuis presque 30 ans. Et toutes les classes d'âge aujourd'hui sont effectivement touchées. Donc, si des points existants sont effectivement visibles, mais ils sont souvent pour moi moins liés à l'âge plus qu'au parcours de vie. Et l'idée que le concept de la génération, pour moi, c'est un concept en fait marketing, hein, c'est ce qu'on disait. Et effectivement, pour moi, c'est du marketing RH, car intuitivement, l'idée, elle est parlante, elle a du sens. Et comme le disait Isabelle, scientifiquement, ça ne s'appuie sur rien. D'autant plus que la plupart des études démontrent l'inverse, que les générations révèlent en fait plus de liens de causalité hors âge que des raisons qui sont liées vraiment à l'âge. Alors, la question sous-jacente que Damien, tu m'as posée, c'est de savoir est-ce qu'on peut mettre en place des choses où il existe des techniques pour dépasser ces clivages. Alors, il y a quelques petites choses qui existent. Effectivement, Isabelle en a parlé, comme le reverse mentoring. Mais l'élément fondamental pour moi, c'est d'adresser l'individu pour libérer le potentiel. En fait, la question du potentiel, c'est la question centrale. L'angle générationnel est finalement intéressante parce que elle est facile mathématiquement, mais elle n'enrichit pas l'analyse qu'on pourrait en faire. Et pour une entreprise, ça pourrait justement tomber trop facilement dans de l'incompréhension, des inégalités et parfois même des conflits entre guillemets. La complémentarité des profils, de l'expérience, et ça, c'est la vraie source de la performance pour les entreprises, qu'on ne doit pas se distinguer ni dans leur âge, ni dans leur génération, mais plus pour leur potentiel, leurs compétences ou leur motivation. Pour moi, il faut repenser complètement et définir en fait les modèles dans lesquels il faut s'attacher d'un point de vue RH et penser à d'autres critères plus individuels, plus personnels, plus inclusifs, une manière de segmenter qui ne se prédétermine pas uniquement ou qui n'enferme pas par rapport à une catégorie ou un âge. Par exemple, il faut, à mon avis, dépasser la segmentation par métier, par type de contrat, par statut, par ancienneté, par caractéristiques socio-démographiques. Il faut s'adapter aux nouveaux enjeux aujourd'hui. Il faudra avoir, à mon sens, d'autres niveaux de comparaison. Il faut se centrer plus sur les talents de chaque individu, sur ce qui les différencie, ce qui lui donne de la valeur, les innovateurs, les leaders, les réalisateurs. Pourquoi imaginer des clusters transverses fondés en fait sur la force des profils? Pour moi, le véritable levier effectivement de la performance d'une organisation en fait repose sur sa capacité à activer ses talents dans les entreprises. Alors, on est à l'ère du numérique et de la data. Justement, utilisons ces outils pour mettre en place cette révolution managériale. Et on pourra peut-être se rendre compte que en fait, c'est les nouvelles technologies qui, paradoxalement, vont nous permettre plus de nous rapprocher de l'humain et d'avoir des démarches réellement inclusives. Quant aux techniques qui pourraient exister, alors après, effectivement, Isabelle parlait du mentoring ou du reverse mentoring. C'est effectivement des choses qui fonctionnent.
Donc, à l'origine, c'est cette pratique qui vient des États-Unis. Ça a été mis en place dans les années 99-2000 par General Electric. Donc, à l'époque, en fait, le CEO de l'entreprise a demandé à plusieurs centaines de managers de se rapprocher des collaborateurs afin d'avoir des profils davantage juniors et permettre d'apporter des connaissances et des expériences en fait davantage digitales sur des pratiques plus nouvelles, on va dire. Après, il y a aussi ce qu'on appelle le Shadow Codir ou le Millennials Comex, qui permet en fait d'avoir une instance, alors purement consultative, hein, mais qui est en parallèle du COMEX ou du CODIR et qui concerne et qui est composé de collaborateurs jeunes, plutôt cadres, qui permet d'avoir une vision et qui apporte une vision peut-être différente du COMEX ou du CODIR, qui sont parfois trustés par les boomers. Et son importance est néanmoins grande dans la mesure où le comité intervient sur des thématiques d'ordre plutôt stratégique, des questions de transformation digitale, d'innovation et d'agilité. Et il peut y avoir aussi des programmes d'accompagnement de jeunes avant même qu'ils arrivent, mettre en place les cultures de feedback beaucoup plus en avant. Une entreprise doit être aussi et doit s'orienter plus sur une marque employeur avec des fortes valeurs RSE, sociales, sociétales, proposer des postes en accord avec ces principes. Aujourd'hui, les générations Z s'engagent sur des projets collaboratifs de manière beaucoup plus importante. Et puis, une entreprise doit miser, à mon sens, aussi sur ce qu'on appelle le marketing de contenu RH, c'est-à-dire l'inbound recrutement, c'est-à-dire faire du contenu interne sur les réseaux sociaux pour donner envie aux candidats de venir. Aujourd'hui, on est sur un marché de candidats plus que sur un marché de clients et il faut effectivement être attractif. Alors pour finir, pour moi, en fait, il y a 4 pans sur lesquels on doit travailler quand on est manager ou quand on est dans une entreprise, et notamment à la tête peut-être des ressources humaines. C'est de travailler sur la vision de la hiérarchie, parce que chaque génération a des attentes différentes et une vision différente de la hiérarchie. Là où peut-être nos aînés ont plus une vision verticale, aujourd'hui, les jeunes collaborateurs ont plus une vision horizontale de la hiérarchie. Donc, c'est un élément effectivement à prendre en compte. La gestion du temps, là où nos aînés faisaient des tâches, on va dire, un peu plus rythmées, dans le sens où je suis concentré sur ma tâche et je reste sur ma tâche. Les jeunes aujourd'hui ont plus de facilité et de tendance à diversifier la gestion du temps de travail et leur gestion de temps. Ils n'ont pas de problème à faire leur travail tout en ayant des choses sur Internet ou travailler pendant des heures creuses ou travailler le soir et faire des coupures dans la journée. Le besoin de reconnaissance, alors pour moi, le besoin de reconnaissance, c'est intergénérationnel, c'est ce que Isabelle montrait dans son graphique, hein, ça c'est fondamental. On pense que le besoin de reconnaissance est uniquement l'apanage plutôt des populations plutôt jeunes, mais en fait non, pas du tout. Tout le monde en a besoin. Encore plus les jeunes parce qu'on est dans la génération like, hein. Je veux mon pouce, ou je veux mon cœur, ou je veux mon petit bonhomme, mon petit smiley. Mais je pense que tout un chacun a besoin de cette reconnaissance. Et enfin, bien évidemment, l'engagement vers l'employeur. Alors, c'est une notion qui est perçue différemment en fonction des salariés, mais c'est juste une question de réalité, on va dire, de vie, parce que on est effectivement parfois plus engagé quand on est bien installé dans sa vie et parfois on a plus de facilité à être changeant si on vient de construire sa vie. Donc, loin de moi l'idée de vouloir totalement nier les différences entre les groupes, bien évidemment, il existe des liens, mais les liens sont pour moi plus sur un contexte social, culturel et politique, sans tenir purement à une énumération en fait, caractéristique liée à un âge, pour moi, n'est pas opportune. Au mieux, on peut mettre comprendre, mais on tombe vite dans les préjugés. Pour moi, la solution consiste plus effectivement à faire émerger les talents, les compétences, et ce, peu importe le groupe intergénérationnel. Merci Ludovic. Je crois que tes propos corroborent
une partie là, des commentaires. Je pense à Marlène qui nous disait pendant ton intervention que l'environnement social impacte l'individu dans ses comportements et envies, à mon sens. Voilà. Tu reviens sur des choses, effectivement. Alors, j'aimerais avoir l'écho d'Isabelle sur est-ce qu'effectivement, cette approche plus horizontale du management, est-ce que c'est un peu plus vrai chez les jeunes générations que chez les plus anciennes? Ça, j'ai relevé ce point-là que Ludovic observe. L'histoire de la gestion du temps, en termes d'agilité, de capacité à passer d'un sujet à un autre, est-ce que tu constates des choses là, sur ce sujet-là? Bon, Ludovic, sur la partie reconnaissance, voilà, on l'a vu avec Isabelle, globalement, voilà, quelles que soient les générations, il y a ce fort besoin de reconnaissance et l'engagement vers l'employeur. Donc, sur les deux premiers sujets, sur la vision horizontale, verticale, sur la gestion du temps, l'agilité, est-ce que c'est des choses que tu observes dans tes pratiques de chercheur, Isabelle, ou par rapport aux entreprises avec lesquelles tu travailles sur ces sujets-là? Alors, le problème qu'on a sur ce type de sujet, c'est qu'on est tellement encombré de croyances. J'ai essayé de montrer le mécanisme qui se fait entre passer de la catégorisation aux préjugés et puis après éventuellement à la discrimination. C'est vraiment des croyances très ancrées depuis qu'on est… le cerveau fonctionne comme ça, qu'on est victime sur ces sujets-là du biais de sélection. Et alors, quand on regarde les études, c'est pour ça que je vous ai montré une seule étude que je trouve très intéressante parce que nouvelle et auprès de 40 000 personnes, il y a toujours des biais. C'est-à-dire que, est-ce que 30% d'une population, c'est beaucoup ou pas beaucoup? Alors, ceux qui sont persuadés, qui veulent démontrer que, par exemple, les jeunes sont multitâches, eh ben 30%, c'est beaucoup. Puis les autres, c'est pas beaucoup. Et là, on a un gros problème avec toutes ces études parce que ceux qui sont persuadés de cet effet générationnel, ils ont toutes les études du monde qui le valident. Et ceux qui, comme moi, essayent de le réfuter, parce que c'est plutôt les chercheurs scientifiques qui essayent de le réfuter, on arrive à trouver aussi. Donc ça, c'est la première chose qui est importante. C'est vrai qu'après, sur l'horizontalité, le monde s'horizontalise. Il y a eu cette fracture numérique qui a amené cette horizontalisation. C'est-à-dire que, par exemple, en marketing, l'expertise de quelqu'un qui va être au fin fond de la Nouvelle-Zélande va pouvoir impacter le lancement d'un produit. On le voit bien avec des hashtags. Donc, le monde s'horizontalise, mais plutôt par l'environnement numérique. Et en effet, ça impacte absolument toutes les générations. Et alors après, donc en effet, c'est cette notion aussi de parcours de vie. Quand vous êtes à l'armée, vous êtes dans une hiérarchie complètement verticale. Celui qui rentre dans l'armée à 22 ans, il adhère par définition à la hiérarchie verticale, ou alors il s'en va. Mais de tout temps, il y a eu des jeunes militaires qui se sont révoltés contre la hiérarchie verticale. Par contre, quand on arrive à 50 ans ou 45 ans à l'armée et qu'on a vécu 20 ans dans ce contexte, c'est évident c'est du conditionnement doux, je ne sais pas, je n'ai pas de jugement de valeur, mais c'est vrai que l'adhésion, elle est de plus en plus forte. Donc, l'horizontalisation est plutôt due à l'environnement numérique qui a aplati complètement l'apport de l'expertise, la relation à l'autre. On le voit par exemple dans le commerce, où on va avoir ce qu'on appelle de plus en plus du C2C, du consumer to consumer. Vous vendez tous sur Le Bon Coin, vous achetez tous sur Vinted. On est dans l'horizontalisation. Voilà. Et c'est vrai que le rapport au médecin, le rapport aux sachants se sont déverticalisés parce qu'on a de l'information absolument partout. Donc ça, c'est la première chose. La flexibilité du temps, là aussi, alors, et puis, pour l'horizontalisation, mai 68, qui n'est pas si vieux, si ce n'était pas une belle mise en cause de l'autorité, du sachant, de la verticalité, et ça a quand même maintenant, je ne sais pas, 50 ans, je compte mal. La deuxième chose, la flexibilité, c'est pareil. L'environnement nous permet d'être flexible, mais il y a longtemps qu'on avait quitté la flexibilité avec ce qu'on va appeler l'industrialisation et le monde moderne. C'est la montée en puissance de l'industrie qui nous a amené à avoir ce temps séquentiel et absolument pas flexible. Quand on a commencé à construire les usines, les ateliers, qu'on a recherché la performance, il fallait faire du 8-18, du 8-midi, etc. Et en fait, quand vous y réfléchissez, la société moyenâgeuse qui était dans le temps cyclique, les moissons, le temps qui passe, elle avait une flexibilité d'une autre nature. Enfin, elle avait un rapport au temps d'une autre nature. Donc, si vous voulez, on remet en cause des choses qui sont en fait dans l'histoire de l'humanité complètement récentes. Et en effet, on va dire, ces 50 ans de temps
très modernes, puisqu'on a parlé de la modernité, qui nous ont amenés à ce temps industriel, d'ailleurs entre parenthèses très masculin, hein, parce que les femmes, elles étaient obligées, si elles travaillaient, de continuer à être complètement flexibles sur la vie personnelle. Ce temps très masculin, les loisirs, le travail, l'entreprise, ça a complètement sauté avec, là aussi, par exemple, le numérique. Moi, il y a 20 ans, quand j'étais dans un train, ou il y a 10 ans encore, tout le monde d'ailleurs, quand j'étais dans un train, je n'avais pas Wi-Fi. Donc, je travaillais sur autre chose et de nature complètement différente, ou je ne travaillais pas dans le train. Maintenant, je travaille dans le train. Et il y a même des entreprises qui maintenant acceptent de payer le trajet domicile-travail comme des heures de travail, si c'est en effet dans des conditions où l'employé, le collaborateur peut démontrer. Isabelle et voilà. Ludovic, je termine avec le multitâche. Le multitâche, les neurosciences le montrent, c'est n'importe quoi. C'est un abus de langage. On se croit multitâche. Le cerveau est certes peut-être un tout petit peu plus plastique quand on est plus jeune, mais nous ne sommes pas multitâches. Nous ne le sommes pas. Et là, il y a un vrai problème d'attention, qu'on ait 50 ans, 30 ans ou 20 ans. Alors, c'est vrai qu'on pourrait faire un webinaire sur le multitâche, mais… Oui. On se croit multitâche, comme on peut se croire autonome à 20 ans. T'inquiète, je gère. Et en fait, tous les managers vous diront, il faut passer derrière, parce qu'au bout d'un moment, ils se rendent compte que non, ils ne sont pas. Oui, donc, c'est plus des attitudes. Quand tu as cadencé ta journée, tu amènes ta journée, tu as prévu des choses, etc. Voilà, et tu as de l'interactivité, de l'agilité dans ta journée, tu es capable, en tout cas, on a le sentiment qu'on vit dans une société. Oui, mais les jeunes ne sont pas plus multitâches que les plus âgés. Et tu es en train de dire que les jeunes ne sont pas plus multitâches. Non, le cerveau humain n'est pas multitâche. Alors moi, je ne suis pas en neurosciences, mais je le constate en management, être à une réunion sans l'attention, d'ailleurs, regardez en management, la question des réunions, les réunions ne servent à rien, etc. Les entreprises qui prennent le temps de former à ce qu'on appelle, alors je ne vais pas rentrer dans du New Age, mais la pleine conscience. Tout simplement, je fais attention à ce qu'on me dit. On se rend compte que les réunions peuvent durer un quart d'heure au lieu de 45 minutes, que personne ne fait autre chose à côté et qu'il y a une qualité ensuite de performance qui est bien meilleure. Mais seulement, voilà. Et après, c'est des cercles vicieux qui se sont mis en place parce que les réunions durent, on fait autre chose. Comme on fait autre chose, on accepte qu'elles durent. On n'est pas efficace parce qu'on n'écoute pas, parce qu'on fait autre chose. Voilà. Et le multitasking, c'est simplement n'importe quoi. C'est un arrangement avec soi-même. Alors, c'est intéressant, Isabelle, comme analyse. Moi, j'ai relevé, Ludovic, un point dans ton intervention sur le fait que finalement, le rôle, puisque le centrage de notre intervention aujourd'hui, il est autour du rôle du manager dans cette approche intergénérationnelle. Finalement, quelle que soit la génération, c'était de libérer les potentiels. Voilà, je ne sais pas si on peut conclure sur cette partie-là, mais ou revenir sur ce sujet-là. Si tu peux approfondir ton approche du sujet et comment, quelque part, chez CRIT, les managers intermédiaires, que ce soit des responsables d'agence ou autres, voilà, sont accompagnés, ou comment tu amènes le sujet, toi, au niveau de la DRH, sur cette approche de libérer les potentiels, quelle que soit la génération? En fait, ça passe par plusieurs choses. Une des choses assez actuelles qu'on a mis en place pour justement s'ouvrir à du potentiel et non plus à de l'expérience ou à un âge ou à une catégorisation, c'est un des partenariats qu'on a pu faire avec une entreprise spécialisée dans le domaine, dans lequel, en fait, je reforme, si je puis dire, mes recruteurs à recruter différemment et non plus recruter sur une base de CV d'expérience, mais plus à s'intéresser aux soft skills et aux compétences clés et au potentiel des collaborateurs qui candidatent sur nos postes. Pourquoi? Parce que déjà, force et contraint, parce qu'on quasiment plus de candidats qui se positionnent, je ne sais pas où ils sont passés. Et puis surtout, c'est que le transfert de compétences, pour moi, est fondamental. Chercher quelqu'un qui a forcément fait, alors je vais parler pour ma structure, du recrutement ou du travail temporaire,
qui a entre 5 et 10 ans d'expérience, qui a de tel à tel âge, ce marché-là n'existe plus. Ces personnes-là n'existent pas. Donc, il faut aller chercher plutôt à travers des compétences qui sont transverses, qui sont possiblement retranscriptibles chez nous, pour aller chercher des collaborateurs ou des candidats qui se positionnent aujourd'hui chez nous, mais qui n'ont pas d'expérience potentielle en recrutement ou dans notre domaine d'activité. Donc, on a des vrais success stories sur des collaborateurs qui étaient, par exemple, managers chez McDonald's et qui, aujourd'hui, s'épanouissent complètement dans notre activité. Pourquoi? Parce que ce collaborateur-là, lorsqu'il a été recruté par notre recruteur en région, s'est attardé plus à son potentiel et à ses compétences clés, plus qu'en fait à son âge ou à son expérience. Donc ça passe par là. Après, ça passe par aussi de la formation auprès de nos managers sur des techniques de management, les postures managériales, plus dans le 360, plus dans le feedback. C'est des cultures, c'est de l'acculturation qui est importante aussi à mettre en place parce qu'on pense tous, déjà, qu'on est manager né, mais en fait, pas du tout. Hein. On devient manager. Si on n'accompagne pas nos managers, déjà, c'est une erreur dans le sens où le meilleur commercial fera un bon manager, pas forcément. Le plus ancien fera un bon manager, pas forcément non plus. Et puis, souvent, on se retrouve à être manager de fait, mais non accompagné dans la technique de management, dans ma posture et comment je peux aussi aborder mes collaborateurs. Dans une entreprise qui, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, potentiellement peut avoir 4 générations dans ses équipes. Donc, il faut qu'on accompagne nos managers à travers des nouvelles, on va dire nouvelles, parce que ce n'est pas vraiment nouveau, mais en tout cas à travers des techniques beaucoup plus participatives, collaboratives en termes de positionnement. Donc, le 360, le feedback, savoir dire non, la posture managériale. Et donc, ça, c'est tout un accompagnement qu'on a mis en place aussi avec nos managers, les rituels managériaux. Comment on fait une réunion, comment on fait un one-to-one, comment on fixe un objectif. Pourtant, on va se dire que c'est peut-être des basiques, mais il faut revenir à ces basiques-là parce que on va donner plus de sens aux décisions du manager et donc on va trouver plus d'adhésion, on va trouver plus de collaboration, plus de collaboratif, plus de participatif et donc on va travailler sur la qualité de vie au travail. Et en fait, ce qui est aujourd'hui est fondamental pour moi à travers cette notion de questions intergénérationnelles, aujourd'hui, tout le monde a envie de s'épanouir au travail à travers une belle qualité de vie au travail. Et ça ne passe pas que par avoir un iPhone 15 ou le dernier iBook, ça passe par mes conditions de travail, les conditions de travail dans lesquelles le manager me met et les conditions dans lesquelles je suis managé. Isabelle, pour conclure sur notre webinaire. Oui, alors je renvoie quand même à cette question aussi du réseau médiatique. Là, par exemple, ces derniers jours, on parle beaucoup, vous savez, vous l'avez vu comme moi, la remise des diplômes de jeunes ingénieurs AgroParisTech, etc., qui osent dire qui disent que voilà, ils remettent en cause les études qu'ils ont eues. Ils acceptent quand même leur diplôme, hein, entre parenthèses, et qu'ils n'iront pas du tout dans les voies qui leur étaient prescrites. Voilà, je dirais, c'est des tam-tams médiatiques. Mais quand on regarde des études sur les grands nombres de la même génération, en fait, les jeunes cherchent, comme leurs aînés, un CDI, une bonne ambiance. D'ailleurs, leur mobilité n'est pas si forte que ça. Là, je regardais des études pas trop loin de l'endroit où ils vivent, etc. Et après, ils auront à gérer la double carrière, la triple carrière quand on est divorcé, voire la quadruple carrière quand on est en couple reconstitué. Donc, il y a les contraintes de vie, il y a les niveaux de diplôme qui comptent beaucoup. Il y a aussi le pouvoir sur le marché du travail. Quand on est ingénieur informatique, on peut plaquer beaucoup plus facilement son travail que quand on n'a pas de formation bien recherchée, par exemple. Enfin, voilà. Donc, franchement, se réfugier derrière la notion de catégorie, quelle que soit la notion de catégorie, c'est grave. C'est grave. C'est des processus qui sont pas éthiques.
Et moi, je le dis, je l'ai dit en entrée, la question de l'âge, en plus, elle est pénalisante sur le marché du travail parce qu'on se prive de gens qui en ont encore sous le pied ou qui pourraient avoir un potentiel du fait de leur âge. Et c'est de la discrimination, hein, c'est de la discrimination. Et en effet, les managers opérationnels doivent être formés à cette prise de recul par rapport à ces idées toutes faites qu'ils peuvent avoir sur l'âge. C'est trop facile, c'est trop facile. Donc, les jeunes ne pensent pas qu'au RTT, les vieux ne sont pas anti-numériques. Et quand on démarre en se disant qu'on va aller voir les personnes et évaluer, comme le disait Ludovic, leur talent et leur potentiel, on a souvent d'excellentes surprises ou la réfutation complète de l'idée qu'on pouvait avoir avant. Merci Isabelle, merci Ludovic. Bon, on pourra bien entendu poursuivre ces échanges sur nos prochains webinaires. Hein. J'ai noté, moi, différentes thématiques là, à travailler au travers des différents sujets qu'on a évoqués ensemble sur la capacité des managers à libérer les potentiels. On avait déjà abordé le parti management transversal par rapport à la vision horizontale avec Isabelle, mais la gestion du temps, là, moi, le côté multitâche aussi peut être intéressant à travailler. Voilà, il y a un vrai sujet à travailler. L'engagement vers l'employeur. Bon, moi, j'ai noté, après, c'est mon fonds de commerce, hein, l'IGS, que bon, il y a un fort besoin de reconnaissance. En France, la reconnaissance, ça passe par des diplômes. On est dans un pays qui est très, très attaché aux diplômes. Voilà, pour ceux d'entre vous aujourd'hui qui s'intéressent à ces questions-là, vous savez que chez IGS Formation Continue Management, on accompagne les managers de Bac plus 3 à Bac plus 5 hein, sur nos diplômes, sur nos programmes diplômants que vous retrouverez sur le site internet et on retrouve aussi ces programmes sur la filière relations clients. Hein, on accompagne les équipes commerciales et les équipes RH. Et puis, Ludovic a cité des sujets autour du collaboratif, du feedback, des entretiens, de la performance. Voilà, ça c'est une offre plus sur mesure qui est plutôt aujourd'hui orientée en intra-entreprise pour les RH qui seraient à l'écoute aujourd'hui sur ces sujets-là, sur l'intergénérationnel, sur tous ces sujets-là. Bien entendu, on sera un grand plaisir de répondre à vos attentes avec nos équipes formation continue. Merci à tout le monde. Un bon après-midi ensoleillé à tous. Un bon appétit. Et je vous dis à très vite sur un prochain webinaire management. Encore merci à Ludovic et à Isabelle pour leur présence aujourd'hui. À très bientôt. Merci à toi, Damien, et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir.